Bonsoir à tous. En première partie du débrief d'aujourd'hui, nous allons suivre les derniers déplacements de M. Horst Kohler, nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour le Sahara. Réagissant aux dernières provocations du Polisario, à Guerguerat en décembre, et au communiqué inquiet et irrité de M. Antonio Guterres début janvier, Horst Kohler s'est déplacé à Kigali pour y rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame, futur président de l'Union africaine, et aussi Moussa Faki, président de la Commission africaine. Avant cela, il s'était aussi rendu à Bruxelles et à Paris pour y rencontrer respectivement Federica Mogherini et Jean-Yves Le Drian. En deuxième partie d'émission, après la pause, nous débattrons sur cette instabilité politique qui semble saisir le vieux continent, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, mais aussi et dans une moindre mesure en France, où ce n'est pas vraiment de l'instabilité, mais de l'incertitude. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Mohamed Ben Hammou, vous êtes universitaire et aussi président du Centre marocain des études stratégiques, peut-être même surtout. Mohamed Abdi, vous êtes docteur en droit et analyste politique, fin connaisseur des rouages européens, ayant exercé la fonction de conseiller spécial au sein du gouvernement Fillon. Et Naïm Kamal, directeur fondateur du site quid.ma, mais ça, tout le monde le sait. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. En un an donc, deux changements majeurs sont intervenus dans la question du Sahara. L'arrivée de M. Antonio Guterres à la tête de l'ONU et le remplacement de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général, Christopher Ross, par un homme d'une toute autre trempe. L'ancien président allemand et ancien chef du FMI, M. Horst Kohler. Mohamed Ben Hammou, nous commençons par vous. Qui est le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU? Une rapide carte de visite. Oui, d'abord, c'est un ancien chef d'État, en l'occurrence dans l'Allemagne. C'est aussi un ex-patron du FMI. C'est un économiste reconnu mondialement. C'est certes quelqu'un qui n'a pas été dans les questions de diplomatie, mais c'est un fin négociateur. C'est un monsieur qui a accompagné la réunification aussi de l'Allemagne et qui a joué un rôle, même en tant que technicien, qui était important. C'est quelqu'un qui vient d'une expérience personnelle très riche, qui peut bien sûr certainement apporter des correctifs à des déviations qui étaient celles de son précédent. Certes, le nouveau représentant du secrétaire général a des relations peut-être moins consolidées sur le continent africain, mais on sait très bien que par ses activités anciennes, il connaît très bien le continent et les problématiques du continent africain. C'est un bon négociateur, c'est quelqu'un qui a une vision aussi sur ce que peuvent être les relations et la gestion donc, des conflictualités dans le temps moderne. Donc, je retiens qu'il a un profil économique, il est ancien directeur général du FMI, et on peut supposer qu'il pourrait développer une approche économique pour la résolution du conflit du Sahara, et qu'il a remplacé donc Christopher Ross, qui lui avait une approche beaucoup plus politique, diplomatique, mais Christopher Ross a été remplacé par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Naïm Kamal. Est-ce qu'on peut dire que Christopher Ross a failli dans sa mission, et est-ce que ce ne serait pas parce qu'il a peut-être oublié son rôle de facilitateur et qu'il est parti à autre chose? Certainement. D'abord, j'aimerais dire ce que j'ai dit tout à l'heure hors antenne, c'est que Christopher Ross est une affaire morte et enterrée. C'est fini, il ne faut plus qu'on en parle. Il a fait son temps, il a essayé, il a failli effectivement, d'abord en se départissant de la neutralité que son rôle de facilitateur, de représentant personnel du secrétaire général de l'ONU exigeait de lui. Et donc on l'a vu évoluer. On sait qu'il a été ancien ambassadeur des États-Unis à Alger, que c'est un arabophone, qu'il vient aussi du secteur pétrolier, un peu du Texas, et donc on est dans une conflictualité d'intérêts. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, est-ce que c'est nécessaire de s'étendre sur le personnage? Si son expérience ou sa mauvaise expérience peut être utile à Horst Kohler, l'actuel représentant personnel du secrétaire général de l'ONU. S'il en tire la leçon qu'il ne faut pas, d'abord dans cette histoire, prendre parti, qu'il ne faut pas essayer de sortir du cadre
qui a été tracé par le Conseil de sécurité et qui a été, d'une certaine manière, peut-être j'anticipe un peu le jeu. Oui, nous allons en parler tout à l'heure. Quand il a été voir à Paris, il a été recadré par un communiqué du Quai d'Orsay. Alors on peut dire qu'il a été derrière la dernière résolution 2351, même si le nom de Horst Köhler était déjà avancé. Mohamed Abdi, rapidement, cette résolution 2351, pour planter le décor, de quoi il s'agit? Elle précise la mission de la MINURSO, en clair, parce qu'on a bien vu que la dernière période, il y avait une hésitation de la mission de la MINURSO. Cette résolution, elle vient pour préciser à la fois la mission et même un petit peu, je veux dire, mettre un petit peu les lignes rouges pour ne pas tomber dans les erreurs qui ont été remarquées dans la démarche de Christopher, comme disait notre ami. Moi, je pense qu'il est à constater que le nouveau, je veux dire, envoyé spécial de l'ONU, il a un parcours atypique. C'est quelque chose, comme vous l'avez souligné, c'est un grand technicien et économiste qui a été aussi le patron de la Banque de développement et de construction européenne, après du FMI, président d'Allemagne. Donc un profil très économique, financier. Oui, même si la présidence d'Allemagne, c'est un poste honorifique, mais il faut noter que le personnage, et ça a été remarqué quand il était à la présidence, il est souvent en angle aigu dans ses interventions. Et ça a créé certaines polémiques. Mais elle est remarquée aussi, et moi c'est ça qui m'a intéressé et attiré mon attention, c'est d'abord un fils de paysan, qui connaît un petit peu je veux dire, c'est pas un vrai diplomate, il n'a pas eu de carrière diplomate, il s'est formé de lui-même, c'est un fils de paysan, et c'est quelqu'un qui a une passion pour l'Afrique. Il l'a écrit, il a des ouvrages sur cette question, il a une connaissance de l'Afrique. Et ce qui est intéressant, je pense que ce parcours, ce côté-là, qu'on ne connaît pas du grand public parce qu'on parle du grand technicien, du grand commis de l'État, comme on dit en France. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui a un parcours particulier, qui a une passion africaine. Et quand on a la passion africaine, ça veut dire on a la passion pour l'Afrique, pour les Africains, pour la jeunesse, pour les hommes, pour la stabilité, pour l'harmonie entre les pays. Et je pense que si cette expérience-là, il l'a mis au service d'un nouveau paradigme, pour avoir une approche nouvelle, parce que ce qu'on demande à un envoyé spécial, on oublie souvent, c'est pas de créer ou les conditions, c'est tout simplement d'aller écouter, de parler, de regarder, pour essayer de... Et je pense, si lui, il met cette passion-là pour construire un nouveau paradigme, ça peut être une expérience, en tous les cas, ça peut être une démarche qui tranche définitivement avec une démarche qu'on a connue de celle de son prédécesseur, qui était une démarche partisane. Alors, les paradigmes ont effectivement changé parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu un changement au niveau de la tête de l'ONU et au niveau de l'envoyé personnel. Ça s'est fait pratiquement dans les 2-3 mois. Le premier, comme on le disait encore tout à l'heure, était plutôt politique, diplomatique. On peut parler de conflit d'intérêts. Le deuxième, on le connaît. On sait comment il fonctionne, on sait comment il a fait, comment on peut définir, Mohamed Ben Hammou, sa mission, quelles pourraient en être les limites, ou quels en sont les contours. Moi, je pense dans la nouvelle donne, bien entendu, de la question. Le Conseil de sécurité et le processus onusien, donc, il est clair. Et le représentant du secrétaire général, il a donc une mission de facilitateur qu'il doit exercer dans un cadre bien précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer facilitateur? Qu'est-ce que ça veut? Apparemment, a priori, c'est évident. Je pense que l'expérience... Maintenant, on revient un petit peu sur ces termes parce qu'on a eu cette mauvaise expérience de Christopher Ross. Maintenant, ce qui est demandé le nouveau envoyé aujourd'hui doit veiller à ce que le processus donc, de négociation puisse prendre place et continuer, et que les partis et l'ensemble des partis doivent aussi aller vers la recherche d'une solution politique concertée, surtout donc une solution politique acceptée par l'ensemble. Ce que nous avons donc vu, c'est cette partie prise et cet engagement, en quelque sorte, donc, de Christopher Ross dans le camp de l'Algérie et du Polisario, ce qui a miné complètement son rôle et sa mission. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir aller de l'avant et de ne pas donc revenir sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui
donc des acquis. Personne ne parle aujourd'hui le langage onusien et l'état d'avancement donc du processus a complètement donc et définitivement plié la question donc du référendum. Il est aujourd'hui donc et on parle de la solution politique. Il y a aujourd'hui une proposition qui est celle du projet d'autonomie que le Royaume a présenté et qui a été considéré par la communauté internationale ou au moins donc une bonne partie de cette communauté comme une base qui peut bien sûr donc permettre d'aller vers la solution. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des erreurs à ne pas commettre. On a vu que le processus a été placé dans une impasse à cause de cette sortie de ce cadre. Et ce que le Maroc a toujours souhaité et souhaite, c'est que le représentant et l'envoyé du secrétaire général reste tout simplement dans ce cadre onusien, à savoir donc bien sûr avoir cette relation permanente avec l'ensemble des partis, mais surtout aujourd'hui je pense que on est certes dans une logique qui est nouvelle et peut-être qu'il ouvre un peu l'espace d'une manière un peu plus large à d'autres zones, mais on est aujourd'hui donc... Excusez-moi, professeur Belhamou, pour rester sur cette question de facilitation des partis définis, identifiés, et que la résolution 2351 a appelé clairement les pays voisins à s'impliquer, qui sont aussi des partis, par exemple, pour l'Algérie. Naïm Kamal, est-ce que Horst Köhler, quand il a été visiter les Algériens en octobre, est-ce qu'il a trouvé des interlocuteurs à qui parler, des gens qui sont capables d'engager le pays, de s'engager, de sortir un peu de cette surenchère, de ce sport national qui est celui de bon... Oui, aujourd'hui c'est l'un des grands problèmes d'une des parties directement concernées, si c'est non de l'autre côté l'unique partie concernée par ce dossier. Moi je voudrais rappeler qu'on est dans une duplicité totale. International. Je sais que tu sais, que je sais que tu sais, mais tout le monde ne le dit pas. Macron l'a dit dernièrement, et ça a été dit au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité à un certain temps, c'est que le problème est maroco-algérien. Et qu'il faut que le Maroc et l'Algérie, lors de sa dernière visite, Macron l'a dit, il faut que le Maroc et l'Algérie discutent directement de ce problème. Donc c'est une histoire... Il a dit ça en Algérie ? Oui, il a dit ça, il a dit. Et donc, cette duplicité est là. Maintenant, s'ajoute à cette situation, à cette duplicité, que l'Algérie est depuis quelques années en perpétuelle transition et en fin de règne. Il y a un président très malade, il y a une guerre de succession, il y a une guerre de clans, il y a l'armée, il y a les hommes d'affaires. On a vu à chaque fois, rien que les changements de Premier ministre de ces derniers temps, on a vu comment un Premier ministre n'a pas duré plus, je crois, de 15 jours. 2 mois à peu près. À peu près, et sauté sur... Parce que chaque fois, il y a un clan qui remonte à la surface pour effacer l'autre. Donc on est l'interlocuteur. Mais l'interlocuteur existe et on sait où il se trouve. Mais il faut qu'il décide. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie, Alger exactement, a un quelconque intérêt à ce qu'elle s'assoie à la table des négociations, discute pour trouver une sortie du conflit? Je crois aujourd'hui, plutôt que l'Algérie est dans une attitude d'abord parce qu'il a constaté, il faut le savoir, que le pari boumedieniste sur la dislocation du Maroc au bout de 3 mois et de 4 mois de conflit au Sahara, il a été battu en brèche, que le Maroc a continué à se développer, à s'agrandir, à se dimensionner, peut-être pas autant qu'on l'aimerait, mais le rêve de faire chuter le Maroc et son régime à travers une tension à ses frontières énorme, ça n'a pas marché. Donc, et ça dure depuis 40 ans. Aujourd'hui, l'Algérie continue, c'est pour des raisons internes également, à avoir besoin d'un ennemi extérieur. Et c'est pour ça qu'on voit à chaque moment, régulièrement,
pas périodiquement, plus que périodiquement, les responsables algériens. On a eu Msahal dernièrement, on a eu Yahya à faire des montées contre les Maroc. C'est vrai que ça s'accélère depuis un ou deux mois. Parce qu'ils ont besoin de mobiliser cette opinion intérieure qui est dans cette bulle de club pour dire à chaque fois, attention, il ne faut pas dépasser ceci, il ne faut pas dépasser ça, il nous faut la paix sociale parce que, soi-disant, le Maroc serait une menace qui mènerait une guerre. Moi, j'ai vu une analyse récemment dans un journal proche de l'armée, c'est qu'il y a un complot contre l'Algérie ou les pays du Golfe. La France et le Maroc sont parties prenantes pour en finir avec l'Algérie. Alors, on a compris qu'il y avait une certaine fébrilité. D'ailleurs, ça s'accélère entre ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères Msahel et le Premier ministre. Il s'est passé pratiquement un mois et demi ou 2 mois. Donc, il y a une fébrilité, une question de politique interne. Alors, Mohamed Abdi, tout cela intervient quelques jours après que l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne ait autoproclamé que l'accord de pêche était invalide parce qu'il s'appliquait dans les eaux du Sahara. Vous qui êtes juriste, quelle valeur a cet avis? Est-ce qu'il a une valeur contraignante ou alors il s'est fait plaisir Non, je pense qu'il n'y a pas de valeur juridique d'une manière absolue. Tout est relatif en droit parce que ce n'est pas une science exacte. C'est qu'à un moment donné, on est face à un problème, on a 2 approches. Il y a ceux qui veulent l'enfermer dans une approche de texte juridique. Et là, il y a matière, et vous êtes professeur de droit, et vous savez, il y a une logique. Et puis, il y a la réalité politique, surtout le changement de la situation sur le terrain. Quand j'ai parlé tout à l'heure de paradigme, c'est la réalité nouvelle de l'Afrique en mouvement, en devenir, qui appelle à un nouveau paradigme dans l'approche, dans la gestion des problèmes, y compris dans l'approche de ce dossier. Moi, je pense que... Donc l'avis de l'avocat général va finalement à l'encontre de l'approche économique que pourrait développer Hearst Kohler. Ah oui, et au pire que ça, c'est-à-dire que moi, à la lecture de sa réflexion, parce que ce que je trouve, et ça c'est le juriste qui parle, c'est qu'il raisonne comme si dans les provinces sud du Maroc, il n'y a personne, et qu'il faut s'arrêter de vivre, et qu'il y a des hommes et des femmes, et qu'on ne prend pas en considération, parce que le développement économique, ça concerne qui? C'est pas pour faire jojo, c'est parce que pour répondre à un besoin de la situation de la population. Le fait qu'il prenne cette décision, qu'il sorte cet avis, ça veut dire qu'il a battu en brèche aussi bien le Conseil de sécurité que l'Assemblée générale, et surtout, que la il CIJ, ne prend pas en considération les faits, la réalité, au travers les décisions, les conventions signées avec l'Europe, qui est aussi une entité réelle, juridique, qui existe. Mais c'est une réflexion de la part du parquet général. Il est dans son rôle. L'affaire va venir devant les tribunaux, il va y avoir des décisions. Mais ce que je constate, moi, parce qu'en politique, il faut toujours être optimiste. Moi, ce que je constate que derrière... Pas qu'en politique? En tout. Mais en politique, surtout, parce que c'est le vecteur du changement. Ce que je constate ces dernièrement, quand j'ai vu les images et à la fois les discussions du ministre des Affaires étrangères du Maroc, M. Bourita, en Algérie, je dis qu'il y a des éléments sur lesquels il faut travailler, que peut-être il y a une possibilité de favoriser ce nouveau paradigme. Il y a une mise au point. Mais des mises au point dans des conditions très bien. Moi, c'est une mise au point que j'ai trouvée truculente. Je vais vous dire pourquoi. Parce que juste après, on a vu l'accolade. Msahel, il a l'accolade facile. Il vous prend par la main, il vous tire de partout. Mais après, il va dire des bêtises ailleurs. Donc, mais le contact... Je pense que Bourita a bien compris la chose. S'il vous plaît, on ne rentre pas dans cette considération. Je termine. Rapidement. Le bon mot de Bourita dans cette histoire, c'est qu'il aura dit, moi je viens dans le cadre du 5+5, et que ça n'a rien à voir avec les rapports bilatéraux entre le Maroc et l'Algérie, et ça, tout le monde le sait. Le bon mot, c'était ça, tout le monde le sait, parce que c'était le mot qu'avait utilisé Msahel quand il avait parlé du blanchiment d'argent, ça, tout le monde le sait. Bien, alors on en arrive à la tournée de Hearst Kohler. Contrairement à son prédécesseur, Mohamed Ben Hamoud, qui a été rarement en Afrique, pour ne pas dire jamais, qui a été sur le tard en Europe, en quoi cette tournée, dans le rôle de facilitateur dont on parlait, qui tranche avec celui de son prédécesseur, en quoi cette tournée peut-elle faire avancer le dossier? D'abord, qui a-t-il visité, et pourquoi, et dans quel but?
Moi, je pense que M. Koller certainement, donc, il a tiré des leçons et des conclusions donc, de la mission de son prédécesseur. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, il a une meilleure compréhension de la réalité des relations. L'Algérie, dans sa position, je dirais que c'est une doctrine qu'elle a, et la doctrine donc, du système algérien, pour ne pas donc parler de l'Algérie, c'est d'avoir donc une relation de conflictualité permanente avec le Maroc. Je ne pense pas que la situation actuelle en Algérie change quelque chose. Il y a deux points essentiels qui ne varient jamais avec ce système. C'est le pétrole d'un côté et le Maroc de l'autre. Donc ces choix sont faits et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions tant que le système n'a pas changé. Deuxièmement, il a bien compris cela. Deuxièmement, donc, il y a un nouveau contexte continental et régional et avec des défis et des menaces qui sont aujourd'hui inquiétantes pour la région et pour l'ensemble de la communauté internationale. Il y a des fragilités énormes aujourd'hui dans cette zone. Il y a des menaces sécuritaires et des menaces qui sont liées aussi donc à la montée de la criminalité transnationale qui font qu'il y a une prise de conscience qu'il faut dépasser une réalité qui est née dans une ère révolue aujourd'hui, donc qui est l'ère de la guerre froide. Ce que je pense que M. Ross a fait le choix de s'inscrire dans un agenda qui était donc celui de l'Algérie. Et du coup, donc, il est resté prisonnier de son choix. On voit que là, on est dans une autre logique. S'ouvrir sur le futur président de l'Union africaine. Cette visite donc à Paul Kagame est importante. Elle, bien sûr, aujourd'hui, nous donne aussi donc une idée qu'il est en train de chercher des appuis et aussi donc des relations au-delà du seul contexte qui est donc celui maghrébin. Le Faki, en tant que président de la commission, bien sûr, il a un rôle à jouer dans ce sens, surtout quand on sait que l'Algérie a essayé d'instrumentaliser l'Union africaine et elle continue. Heureusement que le retour. Ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, donc connaît bien l'Algérie. Absolument. Et en même temps, donc bon, c'est aussi donc une façon peut-être de mettre fin à un espace qui est donc l'Union africaine, qui a été instrumentalisé et utilisé par l'Algérie pour un petit peu nuire à l'évolution et donc du processus onusien. Sa visite européenne, bien sûr, entre Bruxelles et Paris, on sait qu'il y a aujourd'hui non seulement donc des intérêts, mais des relations entre ces deux espaces qui sont solides. Et il y a aujourd'hui donc une nécessité de rechercher cette solution définitive, cette solution politique pour épargner à cette zone si jamais donc le problème persiste, surtout donc à un moment où on parle plus et on voit aussi l'arrivée d'incertitudes et d'instabilité dans cette zone. On voit le retour des groupes terroristes dans cette zone, on voit cette prolifération des armes dans cette zone, on voit aussi donc cette forte présence de groupes criminels, essentiellement de l'immigration illégale. Pour rester sur ces visites élargie. Naïm Kamal, je reviens vers vous, Mohamed Abzi, je sais que vous voulez faire une remarque. Est-ce qu'on peut parler d'une approche inclusive de l'ONU, c'est-à-dire une confirmation de cette approche inclusive de l'ONU, qui, par exemple, pour le conflit libyen, ont été chercher les pays riverains, pour le Yémen, ont été chercher les pays riverains. Est-ce qu'on peut penser que c'est une approche inclusive qui est en train de faire Horst Koller? Vous savez, ce que je sais de sources sûres, parce que d'abord très très élevé et ensuite public, c'est que le roi a déclaré que
le cadre des négociations et de la recherche d'une solution mutuellement acceptable est tout tracé au sein du Conseil de sécurité, qu'il n'était pas question de le faire dévier. Est-ce que maintenant on cherche à inclure les voisins? Les voisins, ce n'est pas Kagame, c'est l'Algérie. Non, je ne parlais pas des voisins, je parlais d'une approche inclusive qui touche les organismes ou les pays concernés. Pour le Maroc, l'Union africaine reste un pays concerné, même s'il touche très au niveau de l'ONU. Mais ça, c'est essayer d'envenimer encore l'Union africaine. Jusque-là, le Maroc s'est abstenu d'impliquer l'Union africaine. D'abord, en y allant, quand il est allé à la rencontre des euro-africaines, avec l'Union africaine, et il ne s'est pas formalisé à Abidjan, il ne s'est pas formalisé de la présence du Polisario, justement pour ne pas. Et ce n'est pas maintenant qu'il va admettre que ça se fasse. Maintenant que Koller ait envie de sonder, de voir, etc., c'est son droit le plus absolu d'avoir des avis, d'avoir des idées. Kagame est un chef d'État respectable, connaisseur, et il peut être d'un bon conseil. Il faut l'espérer. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est qu'il a été voir le Quai d'Orsay. Il a été voir le Quai d'Orsay et en voyant les affaires étrangères françaises ont tenu à dire d'abord avant la rencontre ce qu'ils allaient dire à Koller, et après la rencontre, ils ont dit et ils ont conclu que le cadre reste le Conseil de sécurité, que la proposition d'autonomie est une solution crédible et sérieuse et que ça pouvant servir, etc. Ils ont rappelé. Alors, la question, d'habitude, les représentants personnels, quand ils sont nommés ou quand ils font une tournée, ils vont voir ce qu'on appelle le groupe des Amis du Sahara, où on trouve l'Espagne. Donc nous retrouverons Mohamed Abdi pour sa précision juste après quelques instants de pause. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie du débrief et pour ceux qui nous rejoignent, nous débattons des enjeux de la dernière tournée élargie de M. Horst Koller, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Dans quelques minutes, nous parlerons avec nos invités de l'instabilité politique naissante en Europe. Pour ceux qui nous rejoignent sur le plateau, Mohamed Ben Hammo, universitaire, président du Centre marocain des études stratégiques, Mohamed Abdi, docteur en droit, analyste politique, ancien conseiller au gouvernement Fillon en France, Naïm Kamal, directeur fondateur du site quid.ma. Mohamed Abdi, vous vouliez faire une remarque? Non, une remarque simple, parce qu'au cœur de cette problématique, de ce dossier, de l'approche qu'on a, on oublie quelque chose d'essentiel à mon avis. C'est que les questions des provinces sud du Maroc, c'est un élément essentiel et déterminant du récit national. C'est-à-dire, à un moment donné, quand même un juge aborde une question sur le plan du droit, et vous êtes un professeur de droit, vous le savez, il juge une situation complète, il prend en considération un certain ensemble d'éléments. Et moi, je pense que sur ce point-là, on oublie que c'est un élément déterminant du récit national, c'est quelque chose de très important. Et ce qui m'intéresse, moi, autant, je veux dire, de quelqu'un qui est attaché à l'Afrique, parce que je fais partie de ceux et celles qui pensent que l'Afrique, c'est la problématique de demain, c'est la chance de demain, c'est le lieu de la croissance de demain. Et c'est pourquoi ce qui m'intéresse, je le dis en toute sincérité, c'est toute la vision qui se développe au Maroc par rapport à l'Afrique et qu'elle est singulière au travers des prises de décision à haut niveau. Quels sont les pays en Afrique et même en Europe qui ont pris une position claire par rapport à l'accueil et la régularisation de la situation des immigrés? Je suis un immigré, vous connaissez mon parcours, et je sais que quelque chose, c'est très important. Ça n'existe nulle part. Même, et on va en parler, quand l'Europe prend une décision pour accueillir un certain ensemble d'immigrés, il y a des pays, et non pas les moindres, qui ne respectent pas cette décision. Le Maroc a une vision. Pourquoi cette vision? Et je résume cette vision dans la phrase du roi du Maroc, dans un discours en Afrique, quand il dit « l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Sur la question de ce dossier avec le nouveau envoyé spécial de l'ONU, il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Alors quand vous parlez de l'Europe, l'Europe c'est beaucoup de pays. Et Naïm Kamal, pourquoi M. Horst Koller est parti uniquement en France comme capitale
Il est parti à la capitale européenne. C'est certainement parce qu'on lui a inspiré ou il sait que l'un des alliés sur ce dossier, non pas par philanthropie ou quoi que ce soit du Maroc, c'est Paris. Et l'Algérie passe son temps à mettre en accusation la France comme puissance qui bloque la solution au niveau du Conseil de sécurité. Et on l'a vu le jour où on a eu une résolution très favorable. Finalement, les Russes auxquels on prêtait des positions édulcorées ont dû sortir du bois pour la bloquer et dire ah, c'est trop dur pour le Polisario. Donc il y a ça. Et je crois que c'est là, et ça c'est des indices qui ne trompent pas. Et il faudrait que M. Koller reste dans ce rôle de, on l'a dit dès le début, de facilitateur et non pas de médiateur. Ce n'est pas lui le négociateur en chef de cette histoire. Il y a le Conseil de sécurité, il y a les résolutions, du Conseil de sécurité, il y a la proposition du Maroc d'autonomie qui a été faite à Berlin il y a déjà pratiquement maintenant combien d'années une quinzaine d'années, un peu plus. 80. Hein, c'était en 2000, ou quelque chose comme ça. Et l'autre côté n'a pas avancé d'un iota. Ça, il faut bien le rappeler aux représentants personnels du secrétaire général de l'ONU. Alors, Mohamed Ben Hammo, quel pourrait être le rôle de l'Europe, même si les choses se passent au Conseil de sécurité, une Europe, et ça, on va faire une transition, on va passer au deuxième sujet, mais avant, quel rôle peut jouer une Europe qui est déjà un peu brinque-ballante, on va dire. Bon, il y a une instabilité politique en Allemagne, il y a une instabilité institutionnelle en Espagne, un Royaume-Uni qui se cherche après le Brexit. Est-ce qu'on peut considérer que cette situation en Europe puisse, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, faire avancer les choses dans la partie immédiatement au sud de l'Europe, c'est-à-dire nous? Moi, je pense que l'Europe peut trouver, parce que donc ce qu'on cherche et ce qui est recherché depuis longtemps, c'est qui peut parler à l'Algérie et qui peut ramener l'Algérie donc à la raison. Je pense que il y a au niveau de ce pays une position qui est rigide et c'est une position politique qui est en train de placer cette région aujourd'hui dans l'incertitude. Il est clair que la France connaît bien l'histoire de la région et l'histoire aussi donc de ce conflit, tout comme l'Espagne. Et quand la France prend cette position claire, nette et tranchée, donc elle sait sur quoi donc elle se base. L'Union européenne, dans ses relations stratégiques avec le Maroc, dans ses relations aussi avec l'Algérie, peut trouver un moyen de ramener le régime algérien vers une voie de la négociation et aussi donc de construction de l'avenir. Je ne pense pas que M. Koller aujourd'hui peut aller vers... je pense que c'est un homme sensé et je ne pense pas donc qu'il va commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur et je ne pense pas c'est quelqu'un donc qui doit normalement donc rester dans le cadre de sa mission et je pense que même cette visite africaine, je vais dire, ne peut pas être une visite donc annonciatrice d'un quelconque retour de ce dossier donc dans les couloirs ou les bureaux de l'Union africaine. Nous sommes aujourd'hui face à une gestion onusienne de ce dossier dans un processus qui est bien défini avec des missions et des rôles qui sont établis et surtout avec un investissement qui a été fait et qui nous a donc amené au stade où nous sommes. Aujourd'hui, donc, il faut continuer le processus là où il est et ne pas donc régresser. L'Europe, certes, peut jouer un rôle
peut-être pour aider l'Algérie donc, et faciliter donc, le retour, donc, ce que je peux appeler donc, à une certaine, donc, le retour à la raison pour l'Algérie. Parce que donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cette impasse est néfaste pour l'ensemble des pays de la région, mais aussi pour l'Europe. Mais est-ce que l'Europe aujourd'hui peut agir en tant qu'entité unie avec le même poids ou en tant que pays, donc chacun de son côté? Je pense que la situation en Europe aujourd'hui... On va poser la question à Mohamed Abdi, qui a connu un gouvernement européen de l'intérieur. Comment ça se passe, cette question? Mais très brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on... Non, mais c'est un problème récurrent depuis même l'idée européenne. Parce qu'en Europe, il y a deux écoles de pensée, deux façons de voir. Il y a ceux qui pensent l'Europe comme entité, espace politique, ils sont des fédéralistes, ils sont pour l'Europe comme une puissance nouvelle et de paix et de manière nouvelle et d'innovation dans la pratique. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est un espace économique tout simplement qui doit préserver le cadre national et de souveraineté nationale. Ce débat, il n'est pas encore tranché à la veille de chaque élection, à la veille de chaque élection parlementaire. C'est le cas en Allemagne. C'est un des éléments de la polémique et de la discussion en Allemagne. C'est actuellement posé parce que aujourd'hui, cette idée européenne, le rêve européen, aujourd'hui, il est mis à l'épreuve parce qu'on a la question du Brexit, parce que c'est pas rien, les Anglais qui sortent. Deuxièmement, on a la question de la souveraineté, de la dette souveraine. Et troisièmement, et surtout, essentiellement, la problématique de l'immigration. Sans parler de la posture. On va passer au deuxième thème. Alors, une chancelière allemande qui peine à réunir une majorité et à s'allier avec le SPD pour former une grande coalition. Un Royaume-Uni dont le gouvernement tangue et où la classe politique ne se remet toujours pas du Brexit, une Espagne très affaiblie institutionnellement par la crise catalane, qui n'en finit pas de donner des rebondissements chaque jour depuis 4 mois, et on y est toujours, la France qui a tout simplement renoncé à sa classe politique traditionnelle et a confié le pouvoir exécutif et législatif à un parti qui a moins d'1 an et à un homme qui a voici 3 ans seulement, était inconnu du grand public. Alors voilà l'état de l'Europe, sans compter les soubresauts populistes des pays de l'Europe centrale. Encore une fois, brièvement, désolé, c'est Mohamed, mais de quoi cela est-il le signe? Rapidement, vous connaissez de l'intérieur le système européen. Le signe, c'est que l'Europe aujourd'hui est mise à l'épreuve. C'est un moment décisif dans l'évolution. Si les Européens veulent une Europe politique, un espace, une espèce d'entité nouvelle et tout ça, moi je pense qu'il y a des difficultés. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais s'ils veulent se contenter d'une Europe de directives européennes et de quelques d'autres droits, eh ben, je suis désolé, ça va intéresser personne au final. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ça. Que ce soit les Européens ou même les partenaires de l'Europe, ça veut dire la rive sud de la Méditerranée, souhaite une Europe réelle, une Europe des peuples, une Europe qui tranche un certain ensemble de questions, une Europe qui propose autre chose que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je pense que les questions qui sont posées aujourd'hui, c'est un débat récurrent. La France, pour le moment, compte tenu du propos dans sa forme nouvelle du président de la République Macron, parce que c'est la première fois que nous avons quelqu'un qui dit que je suis fédéraliste, il faut aller de l'avant. C'est nouveau, mais est-ce que tout ça, c'est un ancrage? C'est nouveau. Il y a un peu partout en Europe. Oui, mais c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui le dit. Les Allemands le disent, mais du côté français, parce qu'il y avait toujours une ambivalence du côté des souverainistes et des fédéralistes. Mais pour la première fois, on a quelqu'un. Mais est-ce que cette idée, elle a un ancrage au sein de la société française? Non. Les questions sont posées, même européennes. Et quand on voit l'attitude des pays comme la Pologne et tout ça, il y a de quoi. Alors justement, il y a des vraies questions. Vous avez Sébastien Kurz en Autriche, Viktor Orban en Hongrie, la montée de l'AfD en Allemagne. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que cette vague populiste d'extrême droite, nationaliste et xénophobe qui gagne les élections dans ces pays-là ou qui fait des avancées importantes comme en Allemagne, est-ce qu'elle ne pourrait pas un jour finalement favoriser ou faire le lit d'un grand mouvement d'extrême droite en Europe occidentale, genre France, genre Grande-Bretagne, genre Espagne? Oui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions publiques aujourd'hui, les tenants du fédéralisme sont en reflux. Ils sont en recul. L'idée d'un fédéralisme, déjà, il était compliqué, mais bien que quand même l'idée européenne avait le vent en poupe, aujourd'hui, il recule énormément. Alors,
là, il y a un problème, c'est que l'Europe, l'Union européenne, hein, pour être précis, l'Union européenne aujourd'hui est à bout de souffle. C'est-à-dire que telle qu'elle a été conçue par les pères fondateurs, qui étaient 6 au départ, quand c'était la CE, avant qu'elle ne se transforme à l'Union européenne. Et là, elle a trouvé, il s'est développé, il a évolué, mais il n'a jamais pu devenir cette puissance équivalente aux autres puissances, alors qu'ils en ont les moyens en termes de population, en termes d'innovation, en termes de PIB et en termes de tout ce qui peut faire d'une puissance. Elle peine à faire une défense commune. Il peine à faire une diplomatie commune depuis longtemps. Aujourd'hui, à ces problèmes qui étaient déjà existants au sein de l'Union européenne ou dans l'évolution de l'Union européenne, est venu s'ajouter ces pays de l'Est qui ont souhaité ardemment d'intégrer l'Union européenne et qu'aujourd'hui, on voit les limites et à la limite se disent... Vous voyez comment la Pologne... On rappelle même la phrase de Jacques Chirac en 2005, en 2003, c'était pour la guerre en Irak. En disant, s'il rentre... Non, mais on voit aujourd'hui comment la Pologne tient tête à l'Union européenne. Et que l'Union européenne n'arrive pas à la sanctionner, ne serait-ce pour lui interdire le droit au vote. Moi, j'ai juste une remarque, parce que je ne souscris pas à l'idée de dire que l'Europe c'est fini. Moi, je pense pas dit que l'Europe c'est fini. La même chose que par rapport à l'Afrique, j'ai la même vision. Oui, c'est souffle. Si vous voulez bien attendre, ça va être la dernière question, ça. Est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Non, parce que moi, je pense qu'il y a une jeunesse européenne. Quand on voit, par exemple, quand on regarde juste la mobilité des jeunes... Est-ce que la jeunesse est européenne ou elle est nationaliste, chauvine? Non, moi, je pense quand on regarde, y compris les élections, pays par pays, qu'on pense qu'il y a une tendance lourde parce qu'il y a une véritable éducation à l'Europe, une éducation européenne qui est dans la tête de la jeunesse. Tout comme il y a une... Est-ce que c'est par conviction ou par crainte économique? Il y a une éducation et une culture africaine qui émerge et qui touche tout l'ensemble des pays. Moi, je pense, attention, tous ceux et celles qui raisonnent le monde avec les règles anciennes, y compris l'ex-envoyé spécial, moi, je pense que c'est parce qu'on est resté sur ce schéma ancien qu'on n'a pas réussi à tracer de nouvelles perspectives. Moi, je pense qu'en Europe, comme en Afrique, comme dans l'Afrique du Nord ou dans toute la région MENA, il y a une nouvelle génération qui espère à autre chose et surtout qui espère à l'harmonie et à la stabilité. Et moi, je pense que c'est ça très important. Et bien sûr, je constate comme vous que ça va mal en Pologne, en Autriche, qu'il y a la menace de l'extrême droite, mais je constate aussi qu'il y a un mouvement de fond d'une jeunesse qui a intégré un certain ensemble de choses, qui est connectée. C'est une jeunesse qui a le souci du monde. Voilà ce que je voulais dire. C'est bien dit. Alors, Mohamed Ben justement... Je pense que dans cette foulée, pour peut-être dire que le projet européen est un projet qui, depuis longtemps, est imprécis. C'est un projet aussi, donc, qui, il faut le dire, qui a été tellement donc, ouvert sur un espace géographique qu'il a eu du mal à mettre en place une véritable entité. Et c'est ce qui fait un peu la faiblesse de ce projet. Je pense en ce moment qu'on est dans tout ce qui peuvent être les conséquences donc des crises multiples qui traversent l'Europe, que ce soit donc la crise économique, des crises sociales et autres, politiques et autres. Et nous sommes dans une situation de repli identitaire en Europe et nous sommes dans une phase de frilosité en Europe qui favorise la montée de ces courants de pensée d'extrême droite et malheureusement ils sont en train de gagner du terrain et je pense que l'Europe... Pas seulement dans les pays de l'Est. Pas seulement dans les pays de l'Est, en Allemagne, on les trouve. Absolument. Et là, je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui qui nous renseigne sur la cartographie politique ou la carte tout simplement donc politique de l'Europe de cette décennie donc à venir, dans laquelle la composante d'extrême droite va jouer un rôle important. Est-ce
est-ce que le rêve européen aujourd'hui est révolu? Je ne le pense pas. Mais je pense qu'il est temps que l'Europe soit repensée par les Européens et que donc l'Europe ou l'Union européenne soit donc beaucoup plus un projet collé à la réalité donc de l'évolution de cet espace, beaucoup plus qu'une Europe qui a voulu donc épouser un espace qui était jadis celui de l'Empire chrétien, et on voulait donc aller jusqu'à une frontière. Mais Mohamed Ben Hamou, si on fait un recul, on revient sur les 20-30 dernières années, il y avait des mouvements d'extrême droite comme partout qui étaient marginaux. Là, maintenant, c'est une véritable crise. Mais cette crise qui a donné lieu justement à ces mouvements d'extrême droite, à cette xénophobie, à cet euroscepticisme, est-ce qu'elle est d'origine économique, avec une Europe qui est en train de se faire dépasser par tout le monde, par d'autres régions du monde? Est-ce qu'elle est d'origine financière? Les répercussions de la crise de 2008, est-ce qu'elle est d'origine sociale, avec l'immigration, avec les mutations sociodémographiques, même si Mohamed Abdi n'est pas tout à fait d'accord? Est-ce qu'elle est d'origine identitaire? Est-ce que c'est un cumul de tout? Est-ce que finalement l'Europe n'a pas été trop vite? Je pense que c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Donc c'est la dimension économique, sociale, financière, toutes ces crises multiples. C'est aussi donc ce sont des sociétés, il faut aussi donc le dire, qui ont reçu un flux migratoire important et avec lequel donc ils ont du mal à s'adapter. Il faut voir donc des pays qui aujourd'hui donc doivent admettre une nouvelle entité. J'allais dire donc spirituelle ou religieuse de ces. Bon, l'islam, par exemple, dans cette zone, la France aujourd'hui, 5% ou 10% de la population au moins donc est d'origine, enfin est musulmane. Je dirais pas pratiquante ou de culture musulmane. Donc je parle pas donc des pratiquants ou non pratiquants. Donc il y a des évolutions qui se font dans ces sociétés. Il y a un repli identitaire et je pense qu'il y a un contexte international qui malheureusement se dessine aujourd'hui face à ces crises multiples, face à ces conflits ouverts, face aussi donc à cette réalité qui nous lègue aujourd'hui beaucoup plus d'instabilité, beaucoup plus de problèmes. Nous sommes dans un contexte international qui est dans l'impasse, qui est dans les incertitudes, les populations dans les pays aujourd'hui donc sont dans une frilosité extrême. Ils cherchent à retrouver leur entité dans ce repli identitaire. Je pense que c'est un passage qui aura certainement donc des conséquences et on en voit aujourd'hui, que ce soit en termes de xénophobie, que ce soit en termes aussi donc de violence, mais c'est un passage qui est en train donc de nous donner le visage à venir donc d'une Europe qui n'est plus ce qu'elle était au XXe siècle, une Europe donc multiculturelle, une Europe multi-ethnique, une Europe donc qui est en train en ce moment de retrouver la nature de la société nouvelle avec l'ensemble de ses composantes. On sait qu'une telle construction ne se fait pas toujours sans mal, elle se fait aussi dans la douleur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe ou l'Union européenne entend quantité j'allais dire donc fédératrice, unificatrice, est un projet qu'il faut abandonner? Je ne le pense pas. Et je pense qu'il y a aussi donc du pragmatisme, du réalisme chez les leaders européens. Et l'expérience du Brexit donc va montrer que bien sûr il n'y a que la Grande-Bretagne pour pouvoir donc prendre cette voie de faire donc cavalier seul. Parce il n'y a pas que le Brexit comme séisme, il y a aussi l'Écosse, il y a aussi la Catalogne. Il y a aussi un certain nombre de choses qui font des véritables secousses. Et l'Écosse ne sont pas anti-européens. C'est le retour des régionalismes. Pas dans le sens de l'Union européenne, mais dans le sens des crises, qui soient économiques ou politiques ou sociales, ou identitaires qui se posent et qui finalement rejaillissent sur l'Union européenne. Interne aux pays constituant l'Europe. Ça, c'est le problème des montées de le nationalisme catalan, comme le nationalisme basque, comme le nationalisme flamand. On peut parler d'un nationalisme de deuxième génération? Oui, il ne date pas d'aujourd'hui. Il était là, et ce sont généralement des régions
qui se trouvent être, qui se considèrent comme plus riches que les autres. C'est le cas des Flamands et des Catalans, et qui cherchent à se retrouver une place plus importante, une place plus importante. Mais ce n'était pas ça l'objectif de mon intervention. Pour l'Europe, je crois qu'il y a une erreur qui a été commise après la chute du mur de Berlin, après l'implosion de l'Empire soviétique. C'est qu'on a tout de suite cherché à récupérer les plus importants des pays de l'ex-bloc soviétique, c'est-à-dire des pays de l'Est, parce qu'on a toujours continué à considérer la Russie comme un adversaire et un ennemi jusqu'à ce jour. Ça a été une politique, une tentative, non pas d'intégration, mais une stratégie qui est américaine, qui est atlantique. De récupération ? De cantonnement. Ça s'est fait dans cet objectif et non pas dans un objectif d'intégration et de développement. Et ce qui fait que souvent, on a accepté des pays au sein de l'Union européenne qui ne répondaient pas à tous les critères qui exigent l'adhésion à l'Union européenne. Et qu'on a dit qu'on va les mettre à niveau en cours de chemin. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en Pologne, ce qu'on voit en Roumanie, ce qu'on voit ailleurs, est le fruit de cette insatisfaction née de cette politique de cantonnement qui n'a pas été aussi rentable pour les ex-pays de l'Est. Alors, je voulais juste peut-être préciser aussi qu'avec les pays du Sud, l'Europe l'Union européenne a eu le même comportement. Donc avec le Portugal, l'Espagne et l'Italie. C'était différent, le contexte était différent, la réalité de ces pays aussi est différente. Mais je me demande d'ailleurs si cette réalité que vit l'Europe aujourd'hui ne va pas aller vers, certes, une voie dont peu aujourd'hui donc pensent ou soulèvent. Est-ce que donc l'avenir de l'Europe et celui de la Russie ne sera pas commun? Est-ce que donc l'Europe restera justement donc dans cette position d'avoir donc le dos tourné à la Russie? Alors, je pense que si vous me permettez, le temps nous presse, Mohamed Hamou, la réponse, ça va être Mohamed Abdi qui va la donner très succinctement. Est-ce qu'au moment où l'Afrique se construit lentement, est-ce qu'on peut considérer que l'Union européenne se disloque tout aussi lentement? Non, moi je pense que le sort des deux est lié. Parce que l'ambition est la même, parce que l'idée à l'origine, derrière la construction européenne, c'est de ne plus vivre les moments qu'on a connus dans les années 30 avec des tragédies, avec des guerres, parce que les pères fondateurs de l'Europe voulaient tourner la page. Tout comme aujourd'hui, les leaders des chefs d'État, les principaux qui veulent à un moment donné construire et ouvrir, mettre l'Afrique sur la voie de développement et le respect du citoyen africain, c'est tout ça qui est posé aujourd'hui. Et c'est ça qui est au cœur de ce qui se passe actuellement. Donc on va rester positif, mais un peu préoccupé pour l'avenir de l'Union européenne. Le débrief arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même. Dans l'intervalle, restez sur Medi 1 TV. L'info continue et le divertissement aussi. Merci.